L'invité de la matinale sur NC Première. Samuel Gorohouna, maître de conférences en sciences économiques. On s'intéresse ce matin à un colloque qui aura lieu en fin de semaine à l'UNC. Deuxième partie, vos questions, 258 Thierry Belmont. Quels seraient les impacts d'une baisse des transferts de l'État sur la trajectoire et la soutenabilité de l'économie calédonienne? C'est l'une des questions qui sera posée. S'il y a baisse des transferts de l'État, Samuel Gorohouna, l'impact serait, il y aurait de toute façon un impact sur notre économie. Oui, c'est ça. Ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est qu'effectivement, il y a plusieurs scénarios qui vont être proposés par les économistes qui interviendront, avec différents niveaux de baisse ou de statu quo d'ailleurs, et les impacts que ça pourrait avoir. Moi, je peux pas parler pour ceux qui interviendront. Bon, c'est principalement Olivier Sudry et Cécile Couard qui parleront de ces scénarios-là. Et Olivier Sudry, qui est de l'université de Versailles. Donc vous avez pas mal de professeurs, d'experts qui viennent d'ailleurs et qui ont étudié la question calédonienne. C'est ça. Ceux qui ont été invités connaissent déjà bien la Calédonie et son économie. Vous parliez tout à l'heure d'Olivier Sudry qui a fait de nombreux rapports en Calédonie sur l'économie. Cécile Couard a beaucoup travaillé également sur la Calédonie, notamment via le capital naturel, via les études de l'AFD. Jean-Pierre Libre également sur les réformes fiscales calédoniennes a fait de nombreux rapports. Donc c'est sur cette session particulière des transferts, donc on aura ces personnes-là qui interviendront. Oui, mais tout de même, est-ce qu'on peut en dire deux mots? Quelles sont les options qui sont dessinées? Est-ce que une réforme fiscale, par exemple, serait nécessaire en cas de baisse des transferts aujourd'hui? Je vais répondre à votre question en vous disant ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une réforme de la fiscalité. Elle est nécessaire avant 2018 et avant 2014 et avant. Enfin bref, bien sûr que il y a beaucoup de réformes qui doivent être faites sans qu'il y ait cette question de 2018. Est-ce qu'on n'a pas trop attendu justement pour engager ces réformes? 2018, c'est demain. Je pense que c'est ce que tout le monde dit depuis de nombreuses années. Enfin, je vais pas répéter à nouveau ce que plein de gens ont dit. Je vous rappelle que les réformes libres, le rapport, c'est 2010, 2011, 2012. Voilà, c'est pas, on peut encore appuyer sur ce point-là. Par exemple, il y a Jocelyn Beneteau, vous le connaissez sans doute, il est docteur en droit public, ancien professeur à l'UNC. Il déclarait il y a quelques semaines, il n'y a pas de volonté politique de lutter contre l'évasion fiscale. C'est un domaine auquel vous vous êtes intéressé lors de ce colloque? C'était plutôt le colloque précédent sur la crise des finances publiques qui a évoqué précisément la question fiscale. Là, on est vraiment sur s'il y a baisse des transferts, quelles sont les possibilités ou pas et de montrer les taux de prélèvement s'ils deviendraient trop importants ou soutenables, etc. Donc, c'est vraiment sur ces aspects-là que les questions vont être évoquées. Sur vraiment la question fiscale, elle a été évoquée durant le colloque précédent. C'est une question que vous n'abordez pas du tout? On n'aborde pas sous cet angle qui est de la réforme fiscale telle qu'elle est sous. Allez, une question au téléphone pour vous. Oui, on part au standard avec Maria. Bonjour Maria. Oui, bonjour Monsieur Gorohouna. Bonjour, bienvenue. En fait, j'ai bien entendu votre position par rapport à la neutralité, je veux dire à la séparation de la question de politique avec l'économie. Je voudrais avoir votre position par rapport aux filières qui sont en devenir, c'est-à-dire la filière bois, qui est sur le nord, c'est-à-dire la sylviculture. Je voudrais avoir votre avis par rapport à ça et par rapport à la structure actuelle qu'on connaît depuis 88-89 au niveau de la provincialisation. Est-ce que ça n'affaiblit pas l'économie calédonienne que chaque province porte son projet? Merci beaucoup Maria pour votre Merci, question. au revoir. Samuel Gorohouna. Oui, merci pour la question. C'est difficile de répondre à la dernière question des provinces. Est-ce qu'ils n'ont pas affaibli l'économie? Parce que les provinces sont compétentes en la matière de développement économique et ont réalisé des choses. Voilà. Et si vous prenez l'usine du Nord, par exemple, je suis pas convaincu que l'usine du Nord aurait pu se réaliser s'il n'y avait pas eu la province Nord, s'il n'y avait pas eu sa propre politique économique sur le sujet, s'il n'y avait pas eu évidemment la Sophie Nord, etc. Bon, je ne vais pas revenir dans les détails sur la question, mais effectivement, les provinces ont aussi fait des choses et c'est difficile de reprocher aux provinces d'avoir fait, par exemple,
l'usine du Nord pour le Nord, d'avoir fait les hôtels aux provinces des îles, etc. Bon, c'est compliqué d'affirmer certaines choses dans ce domaine-là. Je pense que de façon générale, c'est compliqué, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est compliqué de faire de nouvelles filières, de créer de nouvelles filières. Quel que soit, je parlais du tourisme tout à l'heure, mais les hôtels en province Nord, en province des îles, sont des hôtels qui souffrent. Mais si vous allez à Nouméa, vous allez Cannes du Beach a été repris par Promo Sud. C'est pas une question non plus que géographique ou que provinciale, c'est aussi une question de secteur et de la difficulté de la Calédonie à se positionner à l'international sur le ski du tourisme. Gros débat, certains en parleront certainement mieux que moi, mais là aussi, enfin, c'est pas une question de province Sud ou province Nord sur le sujet. Pour revenir sur l'aspect du bois, c'est une filière qui est compliqué à développer pour plusieurs raisons. Je peux vous parler par exemple d'une raison toute simple, c'est que les structures, enfin construire en bois, ça nécessite des normes avec les qualités de bois, etc. Et tant que le Pinus n'est pas local, qui est une Pinus caribéa, donc du coup n'est pas reconnu avec les normes de construction qu'ont d'autres bois, comme des bois néo-zélandais qui sont importés et qui sont parfois de ce que disent les locaux en tout cas en moins de qualité que le Pinus caribéa. Sauf que si on n'a pas bien développé la filière, où on n'est pas sûr que les punus sont séchés de la bonne façon, qui sont entrés dans un process de qualité qui font qu'au final on peut avoir des structures en bois, là c'est difficile de former et de créer la filière. Et donc on est encore là dans cette filière bois, c'est-à-dire que certes il y a la ressource en province Nord, aujourd'hui c'est quasiment que là où on a vraiment une grosse ressource. Bon, il y a l'île des Pins, mais bon, l'île des Pins a beaucoup moins de bois. Pour la province Sud, IAT, ils sont en train de replanter avec la filière bois, mais c'est vraiment pour l'instant aujourd'hui où c'est exploitable, il y a les bois qui sont de qualité. Tant qu'on n'a pas le saut ou le tampon pour dire que ces bois-là, on peut faire de la construction avec des structures importantes, etc., c'est difficile de développer la filière. Et qui certifie la qualité des bois, en l'occurrence en province Nord ? En fait, c'est pas une question de province, là, c'est vraiment une question pays. C'est la qualité du bois, c'est des études. Bon, ça traîne toujours. Ça fait quand même des années. Hein. Bon, ceux qui produisent et qui font du bois sont organisés en conséquence depuis des années. Hein. Il y a des études qui ont été menées de mémoire par le CIRAD et ils testent le bois en question. Ça a été fait en France, ça revient ici. Bon, après, il faut que ce soit certifié par les cabinets qui certifient, qui contrôlent du coup la qualité de... Est-ce qu'il n'y a pas des pertes de temps considérables là, Samuel Gorohouna? Je sais bien que vous êtes économiste et que vous ne voulez pas analyser et entrer en profondeur, mais est-ce qu'il n'y a pas des pertes de temps considérables? On a l'impression qu'il y a des longueurs que l'on pourrait éviter dans toutes ces étapes. C'est difficile pour moi de répondre comme ça, et j'allais dire aussi que je suis aussi dans un rôle où moi je suis économiste, voilà, j'étudie la question. Bon, c'est facile après de dire qu'il faut développer de nouvelles filières. J'allais dire, c'est facile à dire. Après, quand vous le faites, c'est normal que ça prenne du temps. J'ai indiqué tout à l'heure pour les crevettes, ça a pris des décennies. Si vous faites, et ce que fait le centre aujourd'hui à Koné et sélectionner une nouvelle espèce de poisson qu'on pourrait développer, le poids, tout, voilà, j'ai plus en tête les différents poissons. Bon, ça fait quand même quelques années qu'ils sont là-bas. C'est pas... Donc pour vous, c'est normal que ça prenne du temps. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas s'appuyer davantage sur des filières existantes pour les développer un peu plus? Quelles sont les filières aujourd'hui sur lesquelles on devrait s'appuyer? Déjà, le tourisme, c'est quand même un secteur qui marche. En tout cas, dans les autres pays, les économies s'appuient sur le tourisme. En Calédonie, c'est pas le cas. Après, dans quelle mesure est-ce qu'on le développe? Bon, il y a eu, je sais plus à quelle étude on doit être à, je sais plus combienième étude sur le sujet avec des assises du tourisme, etc. Bon, il y a toujours plein de choses qui sont faites. Pour moi, il y a aussi peut-être la structure de l'économie calédonienne qui fait que c'est parfois compliqué. Si vous avez... Donc il faudrait changer cette structure aujourd'hui?
Il y a énormément de choses. Bon, on pourra entrer dans le détail, mais il y a énormément de choses sur les coûts que ça a en Calédonie, de faire venir des gens en Calédonie, ça a un coût. Après, bon, est-ce que c'est forcément que les aspects monétaires? Est-ce que c'est forcément que les coûts liés à la surrémunération, etc.? Est-ce que c'est forcément les coûts liés à la compagnie? Est-ce que c'est bon, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui. Donc ça veut dire que ça sera difficile de toute façon changer ce statut-là et que nous avons actuellement en Nouvelle-Calédonie pour pouvoir améliorer le tourisme et les autres secteurs. Ce sera difficile, mais c'est surtout qu'il faudra du courage. Si on veut réformer les choses, faut et du courage. Actuellement, est-ce qu'on fait preuve de courage? Je répondrai pas à la question. On part au standard. On y retrouve Steve. Bonjour Steve, soyez le bienvenu. Bonjour, on vous écoute. Bonjour Thierry, bonjour Bruno. Bonjour Steve. Bonjour Monsieur Grouna. Bonjour. Et voilà, moi j'aimerais juste amener une petite réflexion. Je veux dire, oui, voilà, vous avez votre métier. Ben voilà, la raison d'exister de votre métier, c'est l'économie. S'il n'y a pas d'économie, vous n'avez pas de métier. C'est juste une petite remarque. Mais je veux dire, l'économie, elle a ses limites aujourd'hui. Le nickel, il vaut plus rien, pratiquement. Et on essaie de développer d'autres filières, mais un jour ou l'autre, tout ça sera... Je veux dire, un jour ou l'autre, on arrivera aux limites. Je veux dire, on ne peut pas encourager les gens aujourd'hui à autoproduire chez eux, à subvenir à leurs propres besoins. C'est l'économie, on est complètement dépendant de l'extérieur. C'est un échange, c'est des échanges. Et voilà, c'était juste pour amener une petite réflexion. Parce que demain, merci Steve. Je veux dire, demain, on produit ce qu'on a à manger. On peut le vendre, on l'exporte, les crevettes, les squash, je sais pas moi, les concombres, enfin, non, pas les concombres. Mais je veux dire, le nickel, on l'exploite et tout, mais ça se mange pas, quoi. Je veux dire, si on se retrouve avec ça sur les bras, voilà. Voilà, c'était une petite réflexion. Ouais, merci beaucoup Steve pour votre intervention. Samuel Gorouna. Alors oui, enfin, moi je suis économiste, j'assume évidemment, c'est mon métier. Je préciserai juste pour répondre à la question que moi j'étais aussi à Koniambo Nickel, je travaille à Koniambo Nickel, je travaille aussi à la Sofinor, bon, la partie qui est devenue Nord Avenir, c'est-à-dire la diversification, c'est pour ça que je connais bien le bois. Et c'est un projet sur lequel, ce que la dame disait tout à l'heure, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé, donc je connais un peu le sujet. Pour répondre à votre question sur la façon du nickel et pourquoi est-ce qu'on fait pas autre chose. Moi, j'étais à Koniambo Nickel dans les années 2007-2008, donc au tout début. Quand on est allé dans les tribus, on leur a dit voilà, il y a un projet qui va se faire. Bon, effectivement, ça a pris du temps, mais bon, c'est en route. Il y a plein de secteurs d'activité qu'il faudrait développer. Prenez des exemples. Les papayes qui sont qui étaient à l'hôtel Koniambo, du coup, on les importe. Enfin, on le fait venir du Grand Nouméa. On peut planter des papayes. Il y a plein d'autres secteurs comme ça. Bon, je donne vraiment des exemples très simples. Et quand vous finissez la réunion et quand vous partez, les gens viennent vous dire et disent moi je veux un camion, je veux une pelle rétro, etc. On a beau dire ça marche très bien aussi de planter et du coup de vendre, etc. Mais ça fait partie d'une culture du pays que les gens préfèrent avoir un camion et préfèrent avoir une pelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un état d'esprit à changer également? Il y a un état d'esprit, mais c'est évident. Enfin, vous êtes chez vous et vous avez des jeunes qui préfèrent plutôt que de dire moi je vais planter mes tarots aujourd'hui, s'il pleut ou s'il pleut pas, demain je pourrais les vendre et c'est du travail de faire ça. Par contre, si vous dites que vous êtes sur une pelle rétro, une pelle hydraulique plutôt, parce que c'est des pelles hydrauliques du coup, si vous êtes dans une pelle hydraulique ou dans un camion 50 tonnes ou 100 tonnes climatisé, qu'à la fin du mois vous avez 200 000 balles qui tombent et que vous achetez un pick-up, c'est pas pareil. Donc vous pouvez pas non plus imposer les gens de leur dire vous allez faire plutôt des crevettes et vous allez être sous le soleil et vous allez pêcher les crevettes, dans des bassins et que vous allez toucher à peine le salaire minimum. Et puis de l'autre côté, des gens qui seront dans des camions climatisés et puis que du coup auront des l'autoproduction dont parlait l'auditeur tout à l'heure. L'autoproduction, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Ça pose aussi la question de l'économie et ça pose également la question de l'autosuffisance alimentaire dont on parle beaucoup en Nouvelle-Calédonie. Oui, ce qu'on dirait comme autoproduction ou autoconsommation, c'est ce qu'on produirait et qu'on consommerait nous-mêmes.
Voilà. Ok. Il y a des études. Bon, l'IAC a démontré dans des études que ça se fait très bien dans les tribus. Hein. L'Institut agronomique néo-calédonien a évalué la production dans les tribus, donc qui est ni subventionnée ni rien. Bon, avec 3 baramines et quelques pelles, on arrive à une production totale qui est une valorisation qui serait à de 12 milliards. Donc il y a une vraie connaissance de la culture au sens agricole évidemment, et les gens le font. Après, vous pouvez pas. Je reviens sur l'histoire du pick-up et si on peut parler de télé ou autre chose, mais il y a forcément d'autres choses à côté que vous n'allez pas dire aux gens. Bon, maintenant vous allez arrêter de consommer du riz ou arrêter de consommer des pâtes, etc., etc. Donc forcément, c'est des choses qu'il faut favoriser, mais on ne pourra pas non plus empêcher les gens de vouloir un emploi stable et de vouloir du coup avoir un niveau de confort qui leur correspondrait. Oui, quelle économie pour la Nouvelle-Calédonie après 2018? Les échanges commerciaux, on peut en dire 2 mots. Quel choix monétaire pour la Nouvelle-Calédonie? Pour quels échanges commerciaux? C'est une question que vous allez aborder, Samuel Goronois. Qu'est-ce que vous allez dire là lors de cet exposé? Alors, je précise juste que sur les aspects vraiment monétaires et bancaires, le système, l'IOM et entre guillemets le banquier central aujourd'hui, donc l'IOM va présenter un peu les aspects du système actuel avec le CFP, etc. Donc, c'est plutôt l'IOM qui abordera ces questions sur la façon dont on est aujourd'hui avec le CSP, l'accrochage à l'euro, etc. Nous, ce qu'on va faire, et bon, nous, c'est notre métier, c'est plutôt économiste et donc observateur du système et non pas banquier central. Nous, ce qu'on va faire, c'est montrer dans quelle mesure est-ce que les choix monétaires ont un impact sur le commerce. Et ça, on a souvent entendu, et c'était dans les théories au départ des zones monétaires optimales, c'était selon vos échanges commerciaux, du coup, vous allez pouvoir décider de comment est-ce que vous allez faire votre régime monétaire. En fait, la relation, elle est aussi tout inverse. C'est-à-dire que, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'endogénéité, disons que l'idée, c'est que c'est aussi, selon votre choix monétaire, que vous allez réorienter votre commerce. Et donc là, ça change tout la relation causale. Et donc, nous, on part du coup, on fera, c'est des résultats, c'est de l'économétrie qu'on fera avec des stats, etc. Bon, bref, sur un échantillon. Et donc, on va montrer quels sont les impacts possibles selon le choix, si c'est de la dollarisation, si c'est des paniers de monnaie, si c'est plutôt d'autres types de choix, et quel impact ça a sur le commerce et la réorientation du commerce. Quel commerce et quelle intégration régionale? C'est grosso modo la question. L'intégration régionale, il faudrait la renforcer en quelques mots? Alors, l'intégration régionale, on est sur le bon chemin, là, apparemment. On est sur le bon chemin, et puis ça dépend de ce que vous pouvez vendre, ce que vous pouvez importer, etc. Bon, après, c'est des avantages et des inconvénients qu'il faut regarder de près. Là, c'est vraiment en comparaison aussi avec les pays de la région, et dans quelle mesure est-ce que les niveaux de taxes douanières également ou de réforme fiscale, ça impacte les échanges en question. Oui, en gros, ce que l'on peut retenir, Samuel Goronois, c'est que pour faire des réformes, vous l'avez dit tout à l'heure, il faut du courage. Et ce courage, il faut l'avoir. Samuel Goronois, maître de conférence en sciences économiques, merci.